Et maintenant sur votre radio préférée, le Collectif présente Dans une heure, c'est terminé. Le Collectif présente. Le Collectif présente. Dans une heure, c'est terminé. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Dans une heure, c'est terminé. Kepler 452b. Découverte en juillet 2015, Kepler 452b est la 1031e exoplanète confirmée. Située dans la constellation du Cygne à 1400 années-lumière d'ici, soit 13 millions de milliards de kilomètres, cette exoplanète serait une jumelle de la Terre. Se trouvant dans la zone habitable de son étoile, Kepler 452b pourrait réunir toutes les conditions pour abriter la vie et pourquoi pas accueillir l'homme dans un futur lointain. Sa découverte repousse encore les frontières de l'humanité et ouvre un peu plus grand la porte de l'existence d'une vie extraterrestre. Mais cet été fut aussi marqué par une autre découverte, celle de l'impossibilité pour le vieux continent de s'accorder sur la question de l'accueil des réfugiés venus majoritairement de Syrie. Alors arrêtons-nous un instant sur la possibilité de migrer, partir pour reconstruire son existence ailleurs, tout recommencer à zéro. Au-delà des questions scientifiques très complexes que soulève la possibilité de rejoindre l'une ou l'autre planète Kepler, posons-nous simplement la question, et si c'était à refaire, comment le referions-nous ? C'est le programme de cette première émission que vous propose le Collectif. Et si ce programme ne vous intéressait pas, soyez patient. Dans une heure, c'est terminé. Dans une heure, c'est terminé. Bonjour à toutes et tous, le Collectif vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux frontières. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul, nous avons Henri parmi nous. Bonjour Henri. Salut Cédric. Ça va bien ? Ça va fort bien et toi-même ? Et est-ce que Sarah, ta voisine, ça va bien ? Bonjour Sarah. Super. Bon alors ta voisine Sarah, c'est aussi Sarah, je sais pas comment on va faire pour vous distinguer. Bonjour Sarah, à ta gauche il y a Renaud. Bonjour Renaud. Salut Cédric. Ça va bien Renaud ? Mais ouais, je te remercie. Merci. Et toi Elisa ? Bonjour Elisa. Ça va super, Cédric, merci. Alors c'est un plaisir de vous savoir tous bien en bonne forme. Alors au sommaire de cette émission, on partira à l'Observatoire Royal de Belgique pour bien mieux comprendre ce que sont les exoplanètes. Nous discuterons également des théories de Cameron Smith. La chronique du jour sera faite par Renaud l'anesthésiste qui nous parlera d'hypersommeil. Nous nous sommes également rendus au parc Maximilien, à l'époque où il abritait encore des réfugiés, où nous avons eu la chance de rencontrer Younes. Et enfin, en fin d'émission, c'est la particularité ici, vous aurez la chance d'écouter une fiction radiophonique qui s'appelle « À la conquête du signal rose », beau programme. Mais avant cela, on passe directement au journal des nouvelles de l'actu de la science avec Sarah. Des corbeaux qui n'aiment pas la triche, des robots à la ferme, des greffes d'organes d'origine animale sur des humains, des fourmis qui ne sont pas si travailleuses que ça, des extraterrestres découverts par le satellite Kepler, et enfin, on connaît maintenant la réelle cause de la disparition des dinosaures. Tout ça et bien plus, c'est maintenant dans votre journal des nouvelles de l'actu de la science, avec Elisa et Cédric. Ouais, j'adore la science. Alors pour commencer, une petite actu high-tech avec Cédric. Oui, bonjour Sarah. Alors, actu high-tech, il se trouve qu'au Japon, il va y avoir une toute nouvelle ferme qui sera entièrement robotisée, pas le moindre humain dans cette ferme. Des robots qui s'occupent de la plantation, de l'arrosage, des laitues et qui eux-mêmes mettent les laitues dans des sachets en plastique. Plus besoin d'humains, c'est peut-être la révolution, on sait pas. Intelligence animale avec Elisa. Effectivement, donc je vais vous parler des corbeaux qui sont, on le savait déjà, parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Ils sont notamment capables de construire des outils pour obtenir de la nourriture, mais on a découvert qu'ils collaboraient les uns avec les autres pour obtenir le fameux bout de fromage. Et donc en fait, la particularité chez ces corbeaux, c'est que si un des deux corbeaux triche, l'autre corbeau ne veut plus collaborer avec son copain. Alors, coup de théâtre en biologie, Cédric. Oui, coup de théâtre, Sarah, c'est le bon mot. Il se trouve que les fourmis sont majoritairement paresseuses, ou en tout cas largement paresseuses. On connaissait tous le mythe, les fourmis grandes travailleuses par rapport aux cigales. Eh bien en fait non, il y a des observations très sérieuses sur des colonies qui se sont faites, et on se rend compte que 50% des fourmis, leur rôle c'est de ne rien faire, et elles ne font absolument rien. C'est pas parce qu'elles sont vieilles, blessées ou juste pas contentes, elles ne font rien. Et on pourrait se demander si dans nos sociétés à nous, ça fonctionnerait pas un petit peu de la même façon aussi. Elisa, qu'est-ce qu'on fait avec les organes d'animaux ? Alors, une nouvelle équipe de généticiens de Harvard est parvenue à modifier jusqu'à 62 gènes dans des embryons de cochons afin de rendre leurs organes compatibles avec ceux des hommes et donc permettre de limiter les risques de rejet de greffe. Alors évidemment, on n'y est pas encore parce qu'il faut encore parvenir à maîtriser les risques d'infections virales provenant de ces animaux. Disparition des dinosaures, Cédric, qu'est-ce que tu nous en dis ? Qu'est-ce que je vous en dis ? Eh bien tout le monde était au courant, ou tout le monde a entendu
Eh bien, ce qu'on disait sur la disparition des dinosaures, serait-ce un astéroïde, serait-ce une activité volcanique particulière? Eh bien, il se trouve que ce serait les deux apparemment. Ce serait un astéroïde qui serait tombé sur la Terre, qui aurait réveillé des volcans, et ces volcans ensuite, suite aux émanations, auraient bouleversé l'atmosphère, et pouf, plus d'espèces, plus de dinosaures, et ça c'était il y a 65 millions d'années. Alors merci Cédric et Lisa pour cette petite... Ah non, pardon. Non, désolé, j'ai oublié Elisa qui devait nous parler d'une petite actu espace. Merci Sarah. C'est Voilà. valorisé, ça. Et donc c'est le télescope Kepler qui est chargé depuis 2009 de scanner le cosmos à la recherche de mondes potentiellement habitables, c'est-à-dire en gros d'une étoile entourée de planètes. Alors la manière dont il fait ça, c'est qu'il enregistre le rayonnement d'une étoile et il observe des interruptions dans ce rayonnement qui seraient dues au passage d'une planète devant l'étoile. En cherchant ça, ce que Kepler a découvert, c'est une alternance donc dans ces enregistrements qui sont tout à fait inhabituels et qui ne peuvent pas correspondre au passage d'une planète. Alors l'explication la plus probable est pas très marrante, c'est-à-dire que c'est probablement dû à une comète qui s'est éclatée dans le coin, mais on ne peut pas exclure à ce stade que tout ça serait le signe d'une intelligence extraterrestre. La prochaine étape est donc d'y envoyer des sondes pour rechercher des ondes radio. Affaire à suivre. Alors, merci Cédric et Elisa De rien. pour ces petites actualités. On va enchaîner directement avec Sarah sur la visite de l'observatoire. Oui, merci les gars pour ces actus super intéressantes. Et comme nous l'avons dit, le collectif s'est rendu à l'Observatoire Royal de Bruxelles pour en savoir plus sur justement ces exoplanètes. C'était pour nous l'occasion de visiter ce lieu dit lunaire par notre cher Renaud. Je vous propose tout de suite d'écouter. Ok, donc tout le monde est là? Ouais. Donc je vais vous expliquer quelques mots sur l'observatoire, ce qu'on raconte aux visiteurs. Donc le bâtiment même. Normalement, j'ai fait une présentation dans notre salle quand il y a des visiteurs, mais ça, je ne vais pas faire. Je suis Jan Kuipers, je suis astronome à l'Observatoire. Donc, pour mon travail, c'est surtout étudier, faire de la recherche des étoiles variables, c'est ce que je fais. Je peux en expliquer plus si vous voulez. Et de l'autre côté, comme je suis aussi encore... En plus que service de renseignement, je suis aussi responsable ou le chef de service d'astronomie astrophysique. Ça veut dire des réunions de l'administration. Donc, à la fin, c'est peut-être un quart de mon temps que je fais encore, que je regarde encore les étoiles ou les données qui viennent des étoiles. Voilà, le télescope. C'est fou, c'est énorme. Alors vous captez quel type d'onde avec ce genre de télescope? C'est la lumière, c'est juste la lumière. Visible. Visible, oui. Mais en fait, vous mettez où vos yeux? Devant l'écran. Non. Ici, donc, il y a un miroir qui est dedans. Un miroir, donc, la lumière des étoiles ou des petites planètes ou de quelque chose qu'on veut observer entre par là-haut, va à travers une sorte de lentille de correction et tombe sur le miroir et puis va 2 mètres plus haut où il y a la focale et là il y a le capteur, un petit caméra, ce qu'on appelle caméra CCD, mais c'est une caméra électronique digitale comme on l'a eu maintenant. Mais il date de 1995, je pense. Et à cette époque, c'était tout neuf. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Oui, une exoplanète, c'est une planète autour d'une autre étoile que le Soleil. Ce n'est que ça. Quand une planète est en bonne distance par rapport à l'étoile, dans des conditions où on peut avoir, par exemple, de l'eau liquide, quand la température est bonne à cette distance pour avoir de l'eau liquide, on dit que la planète se trouve dans la zone d'habitabilité, comme on dit. Donc, en théorie, c'est une planète où on peut avoir un peu plus grande probabilité d'avoir, on peut dire vie, mais ok, d'avoir déjà quelque chose qui ressemble à notre Terre. Et aussi, il y a les dimensions. Quand on a là une planète énorme, on sait que ça ne va pas être copie de la Terre. C'est trop nul quand on rigote ça.
Ouais. Mon Dieu, c'est incroyable. Impressionnant. C'est vraiment de la science-fiction. Ouais, non, J'ai l'impression d'être dans un film. On voit beaucoup mieux les étoiles maintenant. C'est dingue. Et le télescope peut encore bouger dans toutes les directions en fait. On peut bouger dans deux sens. Et comme ça, on peut aller presque à n'importe quel endroit du ciel. Ah oui, c'est incroyable. Ah ouais, On a accès. c'est trop cool. c'est énorme. Par contre, le mécanisme, il a l'air d'être vachement vieux. T'as vu tous les sorte axes de qui poulie tournent comme comme ça? Ouais, c'est fou. Ouais, la lumière va disparaître d'un coup. Hermétique. Est-ce que vous pensez, vous en tant qu'expert dans le domaine de l'astrophysique, est-ce que vous pensez qu'un jour l'homme pourrait partir et habiter sur notre planète et éventuellement Kepler 452b? Pour le planète et Kepler, ça sera difficile, mais je pense dans un futur très loin, ce ne sera pas impossible qu'on va chercher un autre endroit, l'humanité, pour aller, je ne sais pas, pour aller voir est-ce qu'on peut l'utiliser, oui ou non, est-ce qu'on peut déménager là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va, même comme on n'est pas encore allé plus loin que la Lune, et on n'est surtout pas encore sur Mars, où on pense une fois aller ou mettre même une sorte de station, je ne sais pas, permanente ou pas, ce n'est pas pour immédiat ni pour quelques centaines d'années. Donc, et surtout pour autres planètes, les exoplanètes qu'on a, ça prend énormément de temps pour y aller, parce que la plus proche, et même c'est pas encore confirmé, c'est autour de notre étoile voisine, mais c'est 4 années-lumière, donc même avec la vitesse de la lumière, ça prend plus que 4 années pour y arriver. Et je pense que l'homme ne peut pas voyager avec la vitesse de la lumière, donc ça va prendre énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de ressources pour y arriver. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Partir coloniser une nouvelle planète ne fera pas partie de notre to-do list pour les 10 prochaines années. Mais vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous tenterait, éventuellement? C'est long quand même. 4 années-lumière, a priori la vitesse de la lumière elle n'est pas accessible tout de suite, même si on dit... c'est quoi la vitesse de la lumière? C'est quoi, 300 000 km par seconde? Ouais. Donc je n'ose pas imaginer, ça veut dire 120 ans aller, 120 ans retour, si on envisage des vitesses un peu convenables, donc ça commence à faire vieux, juste pour aller vérifier s'il y a quelqu'un sur un bout de caillou ou pas. Mais c'est mon avis personnel, hein. Peut-être qu'il y en a qui n'ont rien à faire de leur journée, ça les dérange pas, genre Elisa, mais a priori, moi ça ne me tente pas plus que ça. Je suis pas certaine que j'irai jusque-là simplement pour aller vérifier qu'il y a une vie sur le tas de cailloux, comme tu dis. Après, c'est vrai que là, 4 années-lumière, ça paraît vraiment loin, mais bon, cela dit, moi, perso, aller jusque sur la Lune, ce genre de choses, un truc un peu plus accessible que tu peux faire de ton vivant et revenir, franchement, chaud. Bah donc, tu aurais les moyens financiers, tu ferais comme ces richissimes milliardaires qui vont juste faire un petit tour dans l'espace, en prenant un petit vaisseau spatial et en payant quelques millions d'euros. Je pense que j'essaierai de le faire quand même dans une démarche un peu plus scientifique, mais a priori, ouais, hyper chaud de faire ce genre de choses, ouais, d'office. Attends, si tu peux dorer la pilule à la Lune, excuse-moi, mais... Je suis sûr que ça assure Dorer une la qualité de pilule à la bronzage équivalente à celle du soleil. Mais... Et quoi, ici, personne serait tenté d'aller faire un petit tour dans l'espace? Je suis claustrophobe. Aller dans l'espace, pourquoi pourquoi pas aller dans l'espace, mais c'est vrai que partir, tout laisser derrière soi, partir à la recherche de l'inconnu, c'est une question qu'on se pose, mais est-ce que moi personnellement je le ferais? Je suis pas sûre. Tu pourras pas prendre ton fond de teint, donc à mon avis, faut bien. Il y a bien des gens qui partent vivre en Australie, enfin je veux dire, c'est... C'est au moins aussi dangereux. Ce n'est pas le même voyage. Mais t'es jamais sûr de revenir, Australie, c'est L'Australie, c'est pareil, hein. Oui. C'est d'ailleurs le pays où il y a le plus d'espèces vénéneuses au monde. Ah oui, Donc, c'est vrai. Ouais. ça ou l'espace, c'est la même pour moi. Venimeuse.
Vénéneux, c'est pour les champignons. Venimeux. N'importe Ils ont quoi. beaucoup de champignons aussi en Australie. N'importe quoi. Son Il y a anecdote des est champignons sur la nulle. Lune, hein, on ne sait pas encore. On n'est pas à l'abri. Enfin, quoi qu'il en soit, partir dans l'espace demanderait quand même une préparation de malade, qu'en l'occurrence, moi, je pense que je ne serais pas vraiment physiquement prête à faire et à subir, mais... Bah non, il n'y a pas de pesanteur, t'as rien à faire. Non, mais t'as vu les tests, Mais t'as non. t'as vu le film les 11 commandements avec Michael Youn, là ils vont dans la station en Russie où ils tournent comme des malades et ils se retrouvent dans cette cabine, il fait ouais moi je peux le faire, je suis un bonhomme, ouais après 3 secondes il se vomit dessus parce qu'il sait pas faire autrement tellement ça va vite, c'est ça l'entraînement pour aller dans l'espace, hein. C'est pas pour rire. Oui, surtout que tu perds tes muscles, tes os, enfin tout s'atrophie. Il y a des expériences d'ailleurs de la NASA qui proposent à des gens de rester allongés pendant 6 à 7 mois pour essayer d'un petit peu de se rendre compte de ce que l'inactivité peut avoir comme effet sur le corps. Et on est payé combien pour faire ça? Assez cher, franchement, ça vaut la peine. Mais là ça va être lancé pour Mars, ça, on a entendu ça dans Bah l'actualité, les Français qui Mais- restent un an dans un truc qui ressemble à Mars ou dans un vaisseau pour Ouais, tester oui. Moi je l'exploration. comprends cette démarche, elle est très intéressante. je trouve. Parle plus près de ton micro je pense. Pardon. Je trouve que cette démarche est En très douille. intéressante. Et je comprends que des gens aient envie de se lancer là-dedans. Oui, d'office. Après, Mars, aller vivre dessus, non. Mais sinon... Bah, on ne sait pas ce que c'est que la vie sur Mars. Donc, Mais vivre sur Mars dans un truc bloqué ou vivre dans une cave avec d'autres personnes que tu connais pas non plus, c'est la même chose. Éventuellement, il vaut mieux être sur Mars que dans une cave, d'ailleurs. Mais le pire là en plus c'est un don à l'humanité parce que on sait même pas s'il y a de la vie là-bas. Ce serait une expédition pour vérifier s'il y a de la vie. Donc si ça se trouve le mec il donne 120 ans de sa vie pour faire ça. Puis il revient ouais non finalement il y avait rien. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose à l'humanité. Mais voilà, bonne vie à tous. Il faut quand même avoir des tripes pour faire ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à tous ces voyages dans l'espace et est-ce que ce serait vraiment possible de le faire. C'est Cameron Smith qui fait partie du projet Hyperion. Et donc, il a essayé de calculer un peu combien de personnes il faudrait envoyer, quelles seraient les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Parce qu'au début, donc, on nous annonçait qu'éventuellement une centaine de personnes, ça pourrait suffire. Et bien lui, il nous dit qu'il faudrait plutôt entre 14 et 40 000 personnes pour arriver avec des êtres humains qui soient encore assez nombreux et qui soient assez en bonne santé. Parce que le voyage serait tellement long pour arriver sur une exoplanète qui serait donc Kepler éventuellement. Enfin, une exoplanète Kepler qui serait ici 452b. Donc le voyage serait tellement long pour aller jusque là-bas qu'il faudrait attendre la 5e génération. Donc il faudrait que les gens se reproduisent sur place, dans le vaisseau, etc. Ce serait vraiment assez complexe. Mais c'est vrai, parce que... Non, mais Du coup ça t'entend rire. une des premières choses qu'il nous dit, c'est que en fait, on n'a aucune certitude sur la fécondité de l'être humain dans l'espace, quoi. Ah, j'ai peur un instant. je veux bien me porter volontaire pour tester. Ouais, Voilà. c'est vrai qu'il y a peut-être un effet de la gravité important. Ah oui. Mais genre, c'est quoi 40 000 Ouais. 40 000, 5 générations. Mais j'avais. Enfin, 40 000, je sais pas comment c'est, parce que c'est des trucs pour les maladies. C'est ce qu'on appelle les maladies Ouais. récessives. C'est qu'il faut pas qu'il y ait un trop petit nombre de gens Voilà. qui se reproduisent entre eux, sinon il y a un risque de maladie un peu rare, mais qui augmente quand la population est petite. Ce qu'on Voilà, appelle c'est ça. la consanguinité, qu'on voit beaucoup dans certains villages, par exemple. D'où Non. sont issus tes Ou parents dans des- certaines parties du monde aussi. Je note le Maghreb. Non, mais la Précisons quand même que Sarah est maghrébine, donc elle vient de du Maroc. s'auto-flageller par une blague, qu'on n'a rien demandé. Et je tiens aussi à préciser que mes parents habitent Virton. Non, mais, Oui, ce qui change tout. mais donc la consanguinité, c'est le fait effectivement que les gens se reproduisent entre eux. Voilà. Mais la consanguinité en soi, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que ça augmente le taux de maladies récessives. À savoir que dans nos gènes, on a des petits bouts qui sont malades, mais qui ne Les causent une maladie allèles, que quand il y a voilà. 2 personnes qui l'ont, qui se mettent ensemble. Voilà, c'est Et ça. donc ça la dérive consanguinité génétique. augmente la probabilité de tomber malade. Exactement. Donc Mais c'est excuse-moi Cédric, t'avais pas vu quelque chose en Islande par en rapport à Islande. ça? Mais oui, Henri, effectivement. Mais non, mais d'ailleurs, donc c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement, genre en Islande, où de tête 323 000 habitants, on leur conseille d'aller vérifier sur un site internet si la personne avec qui ils sont en couple actuellement, eh bien, ne ferait pas partie de leur famille, un cousin éloigné, une grand-mère qui aurait mieux vieilli qu'une autre grand-mère. Parce que vraiment, il y a un risque et que les gens, c'est dans les précautions usuelles, c'est ok, quelqu'un me plaît bien, mais je vais aller vérifier que c'est pas ma sœur parce qu'on est trop peu nombreux et que si jamais je me mettais avec elle sans m'en rendre compte, eh bien, ça pourrait avoir des effets néfastes, dont des maladies pour nos enfants. Donc c'est réel, ça existe ce genre de truc. Mais oui, voilà. Et donc c'est effectivement en partant de tout ça qu'ils ont essayé
de donner des chiffres concrets pour, avant de construire un vaisseau, savoir mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans, quoi, comment est-ce qu'on fait, qui part, etc. Et donc il disait aussi une façon d'éviter ça, donc les problèmes génétiques, ce serait de partir avec en réserve des spermatozoïdes et des ovules d'autres personnes qui ne seraient pas parties avec eux, et pour se reproduire avec ça, et donc pour augmenter la diversité génétique sur le vaisseau. Voilà. Et donc, toujours dans cette idée de diversité génétique, le principe est, parmi ces 40 000 personnes, de prendre des gens d'horizons les plus différents possibles, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, mais si tu es dans l'idée d'éviter de la consanguinité, d'éviter l'apparition de maladies récessives, tu es un peu obligé quand même de prendre des gens qui viennent d'un peu partout. Ouais, tu peux pas prendre toute une grosse famille, quoi, parce que du coup, déjà, là, ça c'est vraiment con. Mais non, mais c'est aussi ça. Du coup, tu te dis, ok, je veux bien partir, mais avec mon frère, ma sœur, ma tante, etc. Bah non, si tu pars solo, quoi. Tu pars tout solo, ouais. Ça, mais donc éthiquement, c'est vrai qu'il y a des belles questions parce que ça veut dire qu'ils vont devoir tester tous les gènes de tous les gens qui partent et vérifier qu'il n'y aura pas de problème. Donc c'est un petit peu éthiquement, c'est assez dur. C'est un petit peu de l'eugénisme, ouais. Non, parce que s'il y en a 40 000, c'est justement pour ne pas devoir faire ce genre de travail. Oui, ils vont devoir les tester quand même parce que ils les testeront préalablement quand même, a priori. Tu vas pas prendre des génomes qui sont malades ou des karyotypes qui sont malades de base. Ouh, ça devient technique, ça devient très technique à moi. Enfin bon, au-delà de tout cet aspect génétique sur lequel on est en train de beaucoup discuter, on s'interroge aussi un petit peu sur comment est-ce que concrètement la vie dans un vaisseau peut se passer, et aussi, une fois que les personnes sont arrivées, sur place, comment ça se passe, notamment on passe... Merci. Donc notamment, eh bien, voilà, le système politique et quel type de culture on prend avec, comment est-ce que ça se hiérarchise dans le vaisseau, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser. C'est intéressant aussi parce que c'est 5 générations qu'il faut sur un voyage, tu disais. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont jamais ne vivre que le voyage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, la deuxième génération, elle va naître sur le vaisseau, elle va vivre sur le vaisseau, et puis elle va mourir sur le vaisseau, et ça aura été sa seule fonction. Ils n'auront pas les mêmes valeurs qu'on rencontre. On entend quoi par génération? Parce qu'a priori, là, notre espérance de vie ne cesse d'augmenter. Donc, imagine que on parle d'une génération de 100 ans, 150 ans, 200 ans peut-être. Non, mais si toi, tu pars maintenant sur le vaisseau, que tu rencontres quelqu'un, une jeune demoiselle, que tu fais des bébés... Bonsoir. Il faudra que voilà, exactement. Il faudra que... Tu as 7 ans pour... Tes enfants, c'est la deuxième génération. Et donc, eux, ils ne verront jamais l'arrivée, quoi, du départ. Donc, ils sont juste là pour se reproduire. En Exactement, fait. donc tu es en situation d'être humain où tu n'as vraiment pas choisi la direction que prend ton existence. Tu es là juste pour maintenir une population dans un mais voilà, c'est du coup, de base, il faut choisir un chef d'orchestre, donc une sorte de président à tout ce bazar. Mais quelle légitimité a cette espèce de président dirige tout comme avec tu sa dis baguette. Quelle baguette. Astéroïde, et puis avec sa baguette, ça ressemble à rien. Non mais en plus c'est un truc de fou. Je reviens sur ton idée de chef d'orchestre, mais donc ça veut vraiment dire, a priori, il va falloir sur ce vaisseau former un pilote qui, à un moment, quand le pilote précédent sera mort, devra piloter, et il aura appris à piloter sur le vaisseau, et sa seule fonction, ça aurait été de piloter le vaisseau dans lequel il est né. C'est un truc de fou, enfin, d'un point de vue liberté, nous qui on prend le métro, on prend le tram, on fait ce qu'on veut de nos journées. Carrément prédestiné à ce qu'on a pensé pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, oui, il y a aussi, c'est sûr, mais en même temps, tous les enfants qui naîtront là-bas auront le choix de choisir leur formation. Ils pourront choisir leur formation. S'ils ont envie, eux, d'être pilotes, bah, voilà, ils auront le choix d'être pilotes. Imagine, il y en a un qui a envie de revenir sur Terre. Alors ça, effectivement. Ouais, ça. À 18 ans, papa, maman, c'est fait, j'ai choisi. Non, mais au-delà de ça, c'est un raccourci. Mais au-delà de ça, c'est pas entièrement vrai, parce que malgré tout, tu peux pas avoir un quota énorme de pilotes. Il peut pas y avoir 50% de la nouvelle génération qui est là, ouah, trop bien, j'ai envie de devenir pilote. Ouais. Non, c'est vrai, il faudra mettre des numerus clausus, quoi. Exactement. Des concours d'entrée. Ouais, il faudra des cuistots, il faudra des gens qui font la lessive. Enfin, ça va être. Ouais, non, il faut. Il faudra une hiérarchie, comme dans le monde réel et actuel. C'est ta position, Sarah. On peut avoir d'autres avis sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Mais voilà, du coup, il faudra choisir un système politique. Est-ce qu'on le choisit avant de décoller? Est-ce que c'est de la démocratie, une dictature? À mon avis, il vaut mieux s'arranger avant de décoller. Mais est-ce que ça a vraiment Mais est-ce que ça a vraiment une légitimité? Tu vois, tu décides d'un système politique avant le décollage, dans quelque chose qui fonctionne sur Terre, donc un endroit où tu as quand même une possibilité de mouvement. Mais rien ne fonctionne actuellement sur Terre. Oui, ça se discute évidemment, mais après tu te retrouves dans un système qui est quand même fermé. Alors je veux bien qu'un vaisseau avec 40 000 personnes, c'est énorme, donc les possibilités d'action sont quand même relativement étendues. Mais enfin, tu te retrouves dans un système figé, éventuellement par ce qui a été prédestiné à la base. Donc il faut quand même permettre une évolution au sein du vaisseau. Ah, cela va sans dire, mais c'est ce qu'on vit actuellement. Même notre politique n'a cessé d'évoluer et la manière de fonctionner, les institutions, donc rien n'empêche que ce soit également le cas sur le vaisseau. Bien sûr, mais est-ce que le fait qu'on soit dans un système qui est fermé
ne conditionne pas un petit peu la manière dont les politiques vont être vues? Est-ce que Et les bam, choses marchent de la même manière? Oh, mais c'est tout à fait ce que je dis. Déjà de un. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que les mecs qui sont sur la Terre, genre même ceux qui vont monter, qui vont être la première génération, eh bien, ils peuvent eux-mêmes décider d'un modèle de fonctionnement dans un milieu fermé. Donc, ils peuvent déjà décider en tenant compte du fait qu'ils seront enfermés dans un truc énorme de je sais pas combien d'hectares avec des piscines, des forêts, des Non, mais les champs. gars, Ouais, mais à ce moment-là, est-ce que la Terre n'est pas un vaisseau fermé? En quelque sorte, C'est c'est le un point philosophie de Ah, Renaud. voilà. de Renaud qui était- Juste pour revenir sur Terre pendant 5 secondes. Et au final, tous ces gens, il va bien falloir qu'ils graillent. Qu'est-ce qu'on prend avec nous Qui graille. Qu'ils mangent. Ils vont becter, hein, attention. Qu'est-ce qu'ils bouffent? Bah, ils bouffent. Mais donc, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend des céréales? Tu Est-ce qu'on commandes prend du chinois, pain? ouais, Est-ce qu'on prend... On mange les vieux. Est-ce que voilà, Les parce que finalement, tous ces gens qui vont mourir, les cadavres, faut en on en faire fait quoi? quelque Bah, on les Est-ce jette bah, on par les la qu'in fenêtre, fine, hein. on va pas devenir cannibales sur ces vaisseaux? C'est On en possible. fait Bah, des on pots le pourris. saura on Alors, fait au des niveau pots du pourris. cannibalisme, c'est quelque chose qui, normalement, dans la structure humaine, de la structure des sociétés, n'existe pas vraiment. Donc, tu remarques vraiment que quand tu étudies l'ensemble des sociétés qui existent, y compris les très fermées, à quelques exceptions près, bien À sûr, quelques exceptions le près. cannibalisme est quelque chose qui vraiment ne se fait pas. Donc, Ouais, moi, ça me- c'est Oui, une espèce d'interdiction techniquement, là, on pourra fondamentale. pas se débarrasser des cadavres. Mais Ah il non, va mais falloir il faut- trouver il une faut- solution, mais tu les au-delà de ça, recycles, hein. même si tu décides de prendre du bétail, il y a des corps aussi avec ce bétail, on mange pas tout. Il y a aussi tout ce que ce bétail dégage. On parle suffisamment de la production de méthane par rapport aux bovins actuellement au niveau du système climatique. Ah, mais Putain, mais qu'est-ce le qui vaisseau t'arrive est quand t'es dans un alimenté vaisseau, au- quoi? Ouais. Ouais, pour peu que le méthane soit le fuel du vaisseau. Ça, ce serait vraiment cool. On prend des vaches, voilà. Dans un réservoir, ouais, c'est ça. Ok, mais donc ici on est tous en train de délirer sur comment est-ce qu'on va faire concrètement, etc. Et on parle de ce voyage de ces 5 générations, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution plus simple pour ce trajet? Eh bien, pour ça, Renaud va nous en parler à travers la chronique des membres du collectif. Et voici la chronique d'un membre du collectif avec aujourd'hui Renaud, l'anesthésiste. Eh ben les gars, on n'est pas rendu. Il faut plus ou moins 6 mois pour couvrir la distance entre la Terre et Mars à l'heure actuelle. 6 mois, coincés avec 2 Russes, une Américaine et un Japonais dans un appart de 30 mètres carrés, c'est long. Imagine un peu les parties de chapi-chapeau pour expliquer les règles, c'est pas gagné. Alors pour ne pas finir tes soirées à faire des origamis en mangeant des burgers lyophilisés avec une chapka sur la tête, que faire? La solution, nous l'avons trouvée. La réponse, dormir. Bon. À ce moment-là, on peut se dire, allez, si c'est pour 6 mois, je fais 2 ou 3 petites siestes, je prends sur moi, je lis des mangas avec un peu de vodka et j'apprends les règles du football américain et ça passera plus vite. Mais ça, c'est si tu veux aller sur Mars, tranquille. Mais si tu vises Kepler 452b, alors là, faut être un peu plus imaginatif. Dormir dans l'espace, c'est possible. Mais avec les techniques d'anesthésie actuelles, pour un dodo de longue durée, c'est un peu plus tendu. Rien qu'en prévoyant l'espace destiné à stocker les réserves de drogue, on parle déjà de plusieurs mètres cubes perdus. Et en plus, je te raconte pas le réveil, avec tous les effets secondaires, et en prime, la coiffure et la manucure. Déjà, après une nuit de sommeil, t'as une gueule de dingue, mais alors imagine après 6 mois. Les ongles, les cheveux dégueulasses, la sonde vésicale et la sonde rectale qui te rentre dans le cul. Parce qu'il faut bien évacuer. Donc, la solution, c'est la stase, l'hypersommeil. Stasis en anglais, ce qui est un peu plus cool. Qu'est-ce que c'est? Merci de poser la question. C'est un état d'hypothermie équivalent à une sorte d'hibernation. Ce système consiste à mettre le corps humain dans un état d'hypométabolisme, soit un état de très faible activité qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie, et tout en gardant intactes les fonctions vitales. Cette alternative est très sérieusement étudiée par l'ESA, the European Space Agency, et par les autres organismes qui travaillent également dans l'exploration spatiale. Imaginez que des exemples existent actuellement sur Terre, comme l'ours ou l'hérisson, ou encore, par exemple, le spermophile qui, non Sarah, n'est pas une personne amateur d'éjaculat, mais bien un petit écureuil qui est amateur de graines. Sperme, la graine, c'est la petite graine que le papa y met dans le pot de fleurs de maman. Cette petite bête, pendant ses périodes d'hibernation, est capable de baisser sa température corporelle à moins 2 degrés Celsius et de diminuer sa fréquence respiratoire à 10 à 15 respirations toutes les 30 minutes. C'est donc ce genre de modèle animal qu'étudient les scientifiques de l'ESA, et ce parce qu'à ce jour, c'est la stase hypométabolique qui remplit plusieurs conditions indispensables nécessaires à l'adaptation du corps humain dans les séjours spatiaux de longue durée. Critères comme la diminution de la circulation sanguine qui diminue alors la filtration rénale et donc la production d'urine entre autres,
qui diminue également la déminéralisation des os et l'atrophie musculaire, le problème du confinement des voyageurs, l'isolation et les cycles circadiens, et j'en passe et des meilleurs. Bref, pour conclure, je propose qu'on arrête un instant de se casser la tête et qu'on revienne aux bases, à savoir envoyer des animaux en exploration, comme à l'époque. Donc plutôt que viser 40 000 personnes dans un vaisseau énorme comme le propose Cameron Smith, concentrons-nous d'abord sur le dressage du spermophile. Hein, Sarah ? Qu'on enverrait par paquet de 12 avec quelques lents et qui commence un petit peu l'installation sur Mars et voir comment ça marche. Ou encore, on peut envoyer le petit écureuil d'Ice Age, Scrat, avec une capsule et avec un gland et on voit s'il explose pas lui-même la planète. Non, nous, en attendant, on reste ici sur Terre avec un télescope, une bonne bière et on regarde ça tranquille et c'est plus convivial. Vous pensez pas ? Merci Renaud. Moi, je suis pour les glands. Et le spermophile aussi, by the way. Alors, je vous propose à présent un petit interlude musical. On va tenter de vous faire découvrir un groupe que nous apprécions tout particulièrement ici, c'est Superpose. C'est de l'électropop qui se veut à la fois intimiste et expérimental. On écoute tout de suite le titre éponyme de l'album sorti en 2012, The Iceland Sound. Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. Nous poursuivons notre première émission sur le thème de l'ailleurs, de l'inconnu, des frontières. Frontières que la science repousse un peu plus chaque jour. Hier la Lune, demain Mars, après-demain Kepler 452b, ou toute autre exoplanète sur laquelle l'homme vivra peut-être un jour. Tandis que l'homme vise à étendre ses territoires extraterrestres, sur notre bonne vieille Terre, la situation est tout autre. Certaines frontières se ferment. Elles se ferment devant de jeunes hommes et des familles qui fuient leur pays en espérant trouver un ailleurs plus prometteur.
Pour celles et ceux qui arrivent à franchir ces frontières, parfois au péril de leur vie, l'arrivée sur un territoire nouveau est sans doute envisagée à l'instar de nos amis astronautes, découvrant une nouvelle planète comme une conquête, un nouveau départ. C'est pour mieux se rendre compte qu'une équipe du Collectouf s'est rendue au parc Maximilien, qui, il y a quelques semaines encore, abritait des réfugiés venus de Syrie et d'ailleurs. Nous vous proposons d'écouter tout de suite l'interview de Younes. Cette interview ainsi que la traduction sont assurées par Sarah. Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. قل لي شو اسمك؟ Donc là je lui demande comment il s'appelle. Younes. ومنين اجيتي يونس؟ جيت من العراق من الموصل. Younes vient d'Irak. وليش مشيتي من العراق؟ Là je lui demande pourquoi il est parti d'Irak. ما في حياة هنيك وفي حرب وداعش وقتل وهربنا من الوضع في العراق. في qu'il y a طائفية في Daesh, ميليشيات que c'est le massacre, والموصل il y وضعها a plein يعني de داعش وذبح وقتل وما في حياة il n'y وما a في pas d'avenir, il مستقبل. n'y a pas de vie. ايوه مش يعطوا حق Et الانسان on ne donne يعني. pas le droit, يعني حياتنا de droit de l'homme. نريد نبقى في Et nous, on بلجيكا veut rester en Belgique, on veut حياة avoir une ونريد vie, نعيش on veut avoir un ونعمل avenir. مستقبل. يعني Construire لما un أنا كنت في avenir. العراق لا عندي شيء مستقبل ولا عندي أي شيء يعني كلها قتل Il وذبح. m'explique que quand il était en Irak, il جيتي n'avait مع aucun avenir. عائلتك؟ جيت أنا وأخي C'est que يعني Dieu هربنا m'accepte. من داعش. Je lui demande avec qui il est parti. Il m'a dit qu'il est parti avec son frère. نصير معهن وهربنا من عندهم. Et ils se sont échappés de Daesh qui ont essayé de les embrigader. من تركيا عبرنا Ils sont بحر. partis en Turquie, في ناس en تغرق Syrie. في ناس تعبر Ils في sont ناس partis en هيك وهيك Turquie. يعني. Puis ils ont traversé la mer. Et il y a plein de gens qui sont morts sur le chemin. شفنا الناس وشفنا Ils ont beaucoup الوضع souffert ببلجيكا الحمد et لله ils sont يعني contents بخير. d'être là où ils sont. يعني الحمد لله على كل حال. Ils sont contents et remercient Dieu de leur situation actuelle, de la bonté des gens en Belgique. كنتي عندك دراسة عندك عمل؟ Là, je lui demande si en Irak il avait un boulot ou des ما في études. شيء وراه يعني بدرس وخلاص أنا درست يعني ما في مستقبل. Il a fait des études mais il n'a pas d'avenir. يعني أنا عندي شغلة عندي Il travaillait en طموح في tant que... حياتي أريد أعمل وما أقدر. يعني خلص عمر أنا من جيت أنا عمري 25 سنة من جيت على الدنيا لحد هلا ما شفت الدنيا إلا لهلا. Il a 25 ans et depuis qu'il est né, il n'a vu que la guerre. وقتل Ou des petits-enfants de 6 ans. يعني الطفل إذا عمره 6 سنين أو 10 سنين بيشوف البشر ينذبح قدامه qui voit des massacres devant lui. يعني. إذا شفتي الكثير من الأشياء En fait, il m'explique qu'il a fait des études, mais qu'il n'y a pas d'avenir et que il n'a pas de vie là-bas et que depuis qu'il est né, il a 25 ans et depuis qu'il est né, il n'a vu que la guerre. لما كنا في العراق يعني عايشين بسوء ومش مطمنين عن حياتنا. Ils n'ont jamais vécu dans la paix. Ils ont toujours vécu dans la peur. Ils ont peur de dormir. Que quelqu'un vienne les tuer et partir. Ils ont peur de sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de se faire canarder dans la rue. Ils n'ont pas de vie. Il n'y a pas de vie. أنا من الموصل. أنا عايش في الموصل كنت لما هربت من داعش وين لأروح لبغداد إذا رحت Lui vivait dans une ville qui s'appelle Mosul et quand il s'est échappé de Daesh, la seule alternative qu'il pouvait avoir c'est aller à Bagdad et à Bagdad il y a le conflit entre les chiites et les sunnites et c'est pareil. بروكسل في بلجيكا؟ والله في بلجيكا بحس نفسي مرتاح. Comment ils se sentent ici à Bruxelles, je lui demande. Et ils se sentent très bien émus de voir autant de gens généreux. Et lui est passé par plusieurs pays exprès pour arriver en Belgique. Il m'a proposé d'avoir les papiers en Allemagne et dans d'autres pays, mais il a voulu venir en Belgique parce qu'il a entendu dire que la Belgique était un pays qui donnait les droits de l'homme. Et il aimerait bien participer à construire ce pays et à continuer à travailler pour ce pays. Si on lui demandait, si on lui proposait de choisir n'importe quelles études, n'importe quel avenir maintenant, il aimerait apprendre le français et pour pouvoir communiquer avec les gens et vivre dans ce pays, que cela lui permettrait de trouver un travail et de faire sa passion et de travailler ce qu'il sait faire, à savoir couturier pour femmes, qui est une chose qu'il ne pouvait pas exercer là où il était à cause du régime qu'il y a là-bas.
تكون حياتك مليئة بالسعادة وبالدراسة وبالعمل وبكل que sa vie شيء. soit pleine de شكراً. bonheur et d'études et d'avenir. الله يعطيكم الصحة والعافية. Il nous مرة remercie. ثانية تشرفنا في بلجيكا. Et il est والحمد لله إن شاء الله enchanté de la القادم Belgique. أحسن. إن شاء الله. وعيد مبروك. عيد مبروك عليكي وإن شاء الله الصحة والعافية على جميع المسلمين إن شاء الله آمين. شكرا يونس. مع السلامة. Alors, merci beaucoup Sarah pour cette traduction. Alors, pour avoir aussi été présent lors de cette interview, je t'ai senti assez ému. Est-ce que tu sais un petit peu plus nous en dire? C'est vrai que la rencontre avec ces gens était particulièrement émouvante pour moi. J'en ai d'ailleurs pleuré parce que c'est des histoires, c'est des parcours qui sont durs et voir ces gens les raconter avec autant de simplicité et parfois même avec le sourire, ça m'a fait me sentir toute petite par rapport à tout ce qui se passe sur cette terre et voilà, et nous on se plaint parce qu'il fait froid et que le métro est lent et que je ne sais quoi. Et quand on voit des gens comme ça qui ont traversé des kilomètres et des kilomètres à pied, qui vivent clairement entre le paradis et l'enfer, entre mourir et rester en vie, mais rester en vie pourquoi, pour quel avenir? C'est fou, c'est des perspectives qui sont complètement différentes de ce qu'on connaît nous dans notre quotidien, et c'est vraiment ce choc culturel de et de parcours qui m'a vraiment émue et qui a changé ma façon d'aborder ces gens et de les voir et de les considérer. Donc oui, c'était vraiment vraiment beaucoup d'émotions et c'était une chouette rencontre. Et Cédric qui était aussi présent, je pense que ça t'a aussi fort marqué, cette visite au parc Maximilien. Ouais, non, c'est clair, mais moi vraiment ce qui m'a marqué, c'est parce que donc je pense qu'on a été à 3 et on n'avait jamais été dans ce parc avant, donc c'était notre première fois à tous, et tu rentres dans ce parc et il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui parlent, il y a beaucoup d'activités, et c'est surtout moi ce que je me suis demandé, je me suis dit, la plupart des gens qui en ont parlé négativement de ce parc, qui ont émis des avis négatifs en disant il faudrait l'enlever, il faudrait que les gens partent, je suis quasiment persuadé que ces gens-là n'ont pas été au parc, n'y ont pas mis un pied, parce que je trouvais vraiment que ce que moi j'avais ressenti en y allant vraiment de manière neutre au départ, ça n'a tellement rien à voir avec ce qu'on a pu entendre de négatif dans les médias, donc j'avais vraiment envie d'interpeller peut-être les politiques qui avaient été durs envers ce genre de choses, de dire vous y avez été vraiment, vous avez été là, parler avec les gens, est-ce que vous vous êtes vraiment fait un avis en faisant vraiment le pas d'y aller? Et surtout, on est tombé un soir un petit peu particulier parce que c'était l'Aïd, et donc il y avait peut-être un petit peu plus d'activité que d'habitude. Il y avait un grand chapiteau, il y avait de la bonne ambiance, il y avait des gens qui chantaient, il y avait des gens qui animaient. Et surtout qu'a priori, on se doute que la plupart des gens qui étaient là avaient un petit peu le même parcours que Younes et avaient eu un petit peu la même vie que Younes. Et donc, sur leur visage, ça se voit pas, quoi. Quand nous, on y a été, on voyait juste des gens qui célébraient la fin de l'Aïd, et quand on met ça un petit peu en relation avec la vie de quelqu'un de lambda qu'on a rencontré par hasard dans le camp qui était Younes, on se dit ok, il faut quand même faire l'effort et la démarche d'aller à la rencontre de ces gens si on veut après pouvoir en parler ou au moins pouvoir réfléchir à ce genre de problématiques. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Je sais pas si quelqu'un d'autre a envie de faire une intervention par rapport à ça. Je pense que... Oui, moi en tout cas de mon côté, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup quand j'entends ça, c'est je me suis mise à vraiment réaliser que si un jour il est question d'aller coloniser une autre planète, il y a la question de pourquoi on part. Et c'est quelque chose qui me frappe dans le discours de Younes, parce qu'effectivement, si on décide de partir un jour, il y a toutes les chances qu'on parte pour fuir famine, guerre, réchauffement climatique qui fait que la vie sur Terre n'est plus possible. Donc on n'est pas en train de partir dans des conditions de fête, de grandes aventures scientifiques, et c'est trop le délire, on a réussi à atteindre la technologie nécessaire pour le faire. On part parce qu'éventuellement un jour, il faudra le faire, parce que ce sera la seule option pour nous. Et c'est quelque chose auquel je trouve qu'on pense assez peu, finalement. Et au final, quand on y pense, c'est vraiment la situation de ces gens. C'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est la mort au chichi. C'est vraiment ça. Eh bien, écoutez, je sais pas, Renaud, peut-être aussi un petit ressenti. Franchement, je vais te moi, taculer comme ça, je sens que tu as envie d'intervenir. Alors, je reviens vers Sarah. Oui, j'ai un peu du mal à intervenir parce que c'est vrai que c'est une interview qui est lourde.
ce qu'il raconte, c'est vrai. Enfin, c'est des choses que je savais. Je regarde les actualités, etc. Je vois bien les journalistes qui sont sur place. Tout est cassé derrière eux. Voilà, ils disent c'est la guerre, les gens meurent. Oui, ok, oui, je te crois. Écoute, sûrement. Mais j'avais jamais entendu quelqu'un qui vivait vraiment la chose. Enfin, ça me semble vraiment. Il me semble beaucoup plus proche de moi, quoi. Je me dis c'est plus si loin. Ces gens ont besoin de fuir, de venir chez nous vraiment. Ils peuvent pas rester là où ils sont. Bon voilà, enfin ça se rapproche, quoi. J'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais et du coup je me sens plus, oui, j'ai plus du mal à réagir vraiment, à dire quelque chose de très concret. J'ai peur, quoi, en fait. Mais en plus, ça me fait vraiment penser. C'est parce qu'effectivement, tu disais qu'on voit des images d'actualité. De guerre, tout ça, mais on n'en a pas parlé tout au long de cette émission qui portait un petit peu sur la conquête spatiale, mais je sais qu'en coulisses on en discutait, ça nous titille un petit peu tous, mais ces conquêtes spatiales, c'est des milliards de dollars à investir. Tout ça, effectivement, je sais pas si c'est une forme de délire, mais une forme de volonté, de vouloir repousser les limites de la science, de vouloir un petit peu augmenter et élargir nos propres frontières, alors qu'on se dit que cet argent qu'on pourrait dépenser à faire ça, il pourrait servir au sein de nos frontières qui existent déjà, à savoir la Terre, à améliorer le quotidien de tas de personnes et à faire en sorte que la vie de tas de gens soit bien plus agréable. Donc je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a sans doute une vraie question à se poser en se demandant ça. Ok, merci Cédric, on restera sur cette réflexion-là que tu nous pousses à avoir. Alors, on va passer dans un registre un petit peu plus léger. On aime bien un petit peu aussi s'essayer à certaines nouveautés. Et pour notre première émission, on a envie de vous proposer une petite capsule vidéo. Une fiction radiophonique. Oui, de fiction radiophonique, enfin, c'est du pareil au même. Donc une petite fiction radiophonique qui s'intitule Le Signal Rose, à la recherche du Signal Rose. Alors je vous propose de ne pas vous en dire plus et de découvrir avec nous À la recherche du Signal Rose. À la conquête du Signal Rose. Premier épisode. Journal de bord du capitaine de la Houle, à bord du vaisseau 6. Cela fait un moment maintenant que nous avons quitté la Terre en direction du Signal Rose, apparu dans l'espace il y a quelques semaines. C'est étrange. Il s'agit de la mission la plus importante de ma carrière et en même temps, j'ai le sentiment qu'elle sera la dernière. Je n'ai encore rencontré personne à bord, à part mon assistante. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Aurélie. Je pense. J'ai peur. Si je n'ose pas me montrer à l'équipage, c'est parce que je crains qu'ils lisent l'angoisse sur mon visage. Je pense à ceux que j'ai laissés sur Terre et je voudrais leur dire... Mais quoi encore ? Cela fait maintenant 3 semaines que nous avons décollé et vous n'avez toujours pas quitté vos quartiers. Tout le monde commence à s'inquiéter à bord. Il serait peut-être opportun de rencontrer l'équipage maintenant. Bien sûr, Cynthia. Vous avez raison. Bon allez, suivez-moi. D'accord. Je suis prêt. Allons-y, Caroline. Et sinon, ça va ? Ouais. Bien. Il est long ce couloir. Ça, c'est super. Mais du coup, je me disais qu'éventuellement, si on supportait les données kilométriques. Mesdames, messieurs, voici le capitaine de la Houle. Vous avez certainement tous entendu parler de ses exploits et connaissez la plupart de ses nombreux faits d'armes. Inutile donc de vous le présenter plus en détail. Capitaine de la Houle, voici le sergent Wu, chargé d'assurer la surveillance du vaisseau. Le sergent Wu ? C'est moi. Non, ça c'est moi. Pardon ? Docteur enchanté, capitaine. Oui, je vous présente le docteur qui mènera la mission scientifique à bord. Avec son équipe, elle observera le signal rose au fur et à mesure que nous nous en approcherons. Le docteur a à sa disposition tout le matériel nécessaire entreposé dans son labo. Capitaine de la Houle, je tiens à vous faire part de toute la fierté qui m'habite à l'idée de remplir cette mission. Je suis titulaire de 4 doctorats de physique qui m'ont permis de bien étudier les données scientifiques de notre périple. Et sachez que je ne vous décevrai pas. J'en sais plus que quiconque sur cet étrange signal que nous tentons d'atteindre. Ouh. Oui, capitaine. Pardon ?
Vous m'avez appelé. Non. À lui, par contre, il n'a malheureusement pas pu être là, capitaine. Hein? Le sergent non. Il n'a pas pu rejoindre la mission. C'est pour cela qu'il a été remplacé par le sergent Ou. Je connais l'amitié qui est voulue au sergent non et je sais que vous auriez aimé l'avoir avec vous pour cette émission. Mais ça n'a pas été possible juste avant qu'on d'abord. Il est tombé malade et du coup, il a pas pu venir avec nous. Et bon, poursuivons Les présentations, vous voulez? Grâce à cet écran, nous serons en contact permanent avec celui qui a réuni cet équipage, celui sur qui nous pourrons compter tout au long de cette mission, celui qui nous accompagnera 24 heures sur 24, notre allié, notre soutien, j'ai nommé le professeur Folofan. Professeur Folofan? Professeur Folofan? Professeur! Ah, j'espère que ce satané capitaine de la houle a enfin daigné mettre le nez hors de ses quartiers. J'aime bien sa petite assistante là d'ailleurs. Comment elle s'appelle déjà? Muriel. Oh, professeur Folofan! Oui, qui m'appelle? Sur votre écran, professeur. L'équipage du vaisseau 6. Nous sommes connectés. Oh, oui, bonjour. Pardonnez mon retard. Je sors d'une réunion très importante, un gros meeting. Bonjour, capitaine. Bonjour, l'équipage. Je suis très fier d'avoir enfin réuni sous mes yeux l'équipage du programme européen de la conquête du signal rose. Je vous ai réunis très rapidement après que le monde a découvert ce signal. Je sais que tout s'est passé très vite pour vous, mais il était important que la grande Europe soit la première à décoller. Et d'après mes informations, c'est le cas. Permettez-moi d'intervenir, professeur. Allez-y, vaisseau 6. Capitaine de la houle, je suis le vaisseau 6. Vous avez la chance de pouvoir compter sur la toute dernière technologie en matière d'intelligence artificielle. En plus d'une capacité à interagir avec tous les membres de l'équipage, je suis doté d'une capacité à observer tout à bord. Il sera donc inutile de me cacher quoi que ce soit, je sais tout. C'est qui a terminé le papier toilette et qui a pas remplacé le rouleau, là? C'est le docteur Capitaine de la houle, je suis l'intelligence du vaisseau 6, fabriqué en Allemagne et plus précisément à Francfort. On peut même dire que je suis le vaisseau 6 de Francfort. Lol. Et donc il a aussi un sens de l'humour douteux. Ouh. Quoi encore? Professeur, capitaine, il y a quelques heures, j'ai intercepté des messages cryptés émanant de la Terre pour une destination inconnue dans l'espace. D'après ce que j'ai pu déchiffrer, il semblerait qu'un autre équipage à bord d'un vaisseau inconnu ait quitté la Terre il y a peu, également dans la direction du signal rose. Ah, c'est fâcheux. Vaisseau 6. Connaissez-vous l'origine de ces vaisseaux? Négatif, sergent Ou. Sergent Ou, je veux tout savoir sur ces messages cryptés. D'où viennent-ils? À qui sont-ils destinés? Et que disent-ils? Tout. Vous comprenez? Nous ne sommes plus seuls sur le coup. À vos ordres, capitaine. Oh bon, bien. Pas la peine de s'alarmer. Quelle que soit l'origine de cet équipage, nous avons de l'avance. Bon, les présentations étant faites, je propose que le docteur nous fasse un briefing sur le signal lumineux que nous poursuivons. Merci Florine. Je pense que vous avez assez proposé pour aujourd'hui. Maintenant, vous la fermez. Je propose que tout de suite le docteur fasse un briefing sur le signal lumineux que nous poursuivons. Bien, vaisseau 6. Oui. Enclenchez la vision panoramique. Observez l'immensité de l'univers. Ah bah oui, là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de vis-à-vis. Là-bas, le signal. Ce signal lumineux est apparu il y a exactement 2 mois et 6 jours à proximité de Titan, l'un des satellites de Saturne. Il se situe donc à plus ou moins 1,2 milliard de kilomètres de la Terre. Impossible de savoir si ce signal est d'origine humaine, mais il n'émet aucune chaleur. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une étoile. Tout porte à croire que l'origine de ce signal est mécanique, et donc le fruit d'une intelligence. C'est pourquoi il est important que nous l'atteignions afin de comprendre quelle technologie est utilisée. Et d'après nos observations, le rythme régulier de son clignotement semble indiquer qu'il y a une intelligence derrière ce signal. Par contre, sa cadence a changé par moment. Nos conclusions actuelles sont donc que ce signal est un message envoyé depuis une autre galaxie. Plusieurs linguistes travaillent avec moi afin de tenter de comprendre le message. Vaisseau 6, est-ce que vous pourriez arrêter de diffuser ce son de synthétiseur quand je parle? C'est agaçant. Désolé, je trouvais que ça ajoutait un petit peu de gravité à la scène. Puis, sans mauvais jeu de mots, gravité, espace, enfin, laissez tomber. Tiens, c'est quoi ces petites choses que l'on voit là-bas, vaisseau 6? D'après mes calculs, nous entrerons dans un champ d'astéroïdes dans 58 secondes. 57. Et c'est 56, maintenant que tu le 50. dis. Désolé, j'étais subjugué par l'exposé du docteur 49 secondes, 48, 47. Capitaine 46. Capitaine 45. Qu'y a-t-il, 44. Nous approchons d'un champ d'astéroïdes. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vous suggère d'accélérer. Ah, oui. Bien. Accélérez. Vaisseau 6. Ajoutez du gain. Je ne peux pas. Enfin, pourquoi? Je suis un vaisseau sanguin. Bon. Impact dans 10 secondes. 9. Ce n'est pas le moment de faire de l'humour, vaisseau 6. Faites-nous sortir de cette trajectoire. Bien.
Dérivation de la trajectoire initiale de 33 degrés tribord. Activation du boost. Merci. Nuée d'astéroïdes évitée, retour à la vitesse initiale. J'aime quand il y a de l'action. À l'avenir, vaisseau 6, tâchez de nous avertir plus tôt de ce genre de nouvelles. Bon Dieu de vaisseau 6. Tout ça m'a donné faim, pas vous? Passons à table. Sauf, Marthe, Cunégonde. Quel est le menu? Ce soir, c'est mexicain, je crois. Mais notre cuistot est sans doute le mieux placé pour en parler. Cuisinier? Hola todos. Ce soir, je vous ai préparé des burritos avec plein de haricots et un peu de guacamole pour rafraîchir le tout. Es muy rico, si. Ce sera certainement meilleur que notre menu d'hier qui était français, je crois. Bah ouais, clairement, hier, c'était roulade de rillettes à la langue de bichon, surplombé par un pâté de rognon, hyper lourd mais très bon. Les amis, vous partez déjà? Je vous dis à demain alors. Mangez et reposez-vous bien, car la mission ne fait que commencer. Elle vous réserve bien des surprises. Ah, comment j'ai fait pour éteindre cet écran, moi, maintenant? Non, là. Non. Ah, là. C'était à la conquête du signal rose. Que se passera-t-il au prochain épisode? Et voilà, notre aventure radiophonique touche déjà à sa fin. Dans 1 heure, c'est terminé est une émission du Collectouf, réalisée dans le cadre des ateliers d'éducation permanente du Xara ASBL, avec bien sûr l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à tous les membres du Collectouf qui ont préparé cette émission et bien sûr aussi à Guillaume et Thibaut du Xara qui nous ont accompagnés à la technique. Chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour d'autres émissions en podcast ou en FM. D'ici là, retrouvez toutes les infos du Collectouf sur notre page Facebook. Pour info, Collectouf s'écrit K-O-2-L-E-K-T-O-E-F. Ciao! Professeur Folofan! Ah oui, bonjour. Je suis désolé. Je sors d'un gros meeting, une réunion très importante. Bonjour, capitaine. De la houle. De la housse, je sais plus. De la houle. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est le mec qui dit bonjour à tous. Bonjour. Bonjour mamie, bonjour papy, bonjour mon petit chien, comment vas-tu? Très bien, je suppose. Ah, bonjour les anciens collègues de l'école. Du coup, tu peux dire bonjour. Follow.